Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. C'est un peu mieux aussi. D'accord. J'espère que tout le monde se porte bien et que tout le monde a bien fêté la fête de l'indépendance chez lui. Ok. Et sans plus tarder, je pense que on va déjà commencer. Donc, on est toujours sur notre lancée sur l'UI, UI, UX, design. Donc, comprendre et concevoir les écrans essentiels de nos clients utilisateurs. Donc, attends ma présentation, tout le monde ça me connaît ici déjà. Alors aujourd'hui, on va passer à notre troisième séance. J'espère que vous m'entendez, non? Hello. Ok, d'accord. Ok. Donc aujourd'hui, on va voir les composants essentiels du UI et les bonnes pratiques UX. Donc, notre objectif, c'est de savoir nommer, choisir, utiliser les 8 composants fondamentaux. Donc, en UI, on a 8 composants fondamentaux qu'on va voir. Donc, les 8 composants fondamentaux de toute interface utilisateur. Et ensuite, comment appliquer les lois du UX afin à nos écrans. On va voir plus l'authentification et le onboarding pour réduire les frictions et maximiser la conversion. Parce que à la fin de toute bonne pratique, il faut pouvoir permettre à l'utilisateur de rester sur notre application, notre produit, surtout, sans qu'il se lasse, il ne faut pas en faire même si on fait le truc insolite, mais si l'utilisateur ne comprend pas, il finira par quitter. Donc, partie 1, on va voir les composants essentiels du UI. En UI, avant de créer une interface, on va essentiellement parcourir un nombre de composants. Donc, les différents composants, donc on va les voir. Euh, Toutefois, on a parlé de certains termes. Le design n'est pas quelque chose où vous allez créer toute la roue. Généralement, il y a déjà des gens qui ont créé tout un tas de composants, tout un tas de styles que nous, on peut toutefois toujours continuer par utiliser. Donc, recréer où l'utilisateur va se perdre, c'est un peu trop. Donc, des fois, vous voyez les styles qui existent et appliqués. Donc, c'est juste des modifications qu'on doit faire sans toutefois changer, disons, le contexte général du design. Parce que l'utilisateur qui va utiliser une application pour peut-être gérer quelque chose d'autre, quand il reviendra de votre application, il ne faut pas qu'il soit dans le menu sans changer ou les choses soient réordonnées de manière à ce qu'il ne comprenne plus rien. Donc, il y a Jacob, Niels, qui a dit un utilisateur passe la majeure partie de leur plan sur d'autres sites que le vôtre. Donc, cela signifie quoi?
le composant, l'utilisateur doit voir exactement ce qu'il a de l'autre côté. Pas que vous allez copier le design, mais le style demeure le même. Par exemple, le bottom navigation, le hamburger, il faut qu'il retrouve ça dans votre application. Il ne faut pas que chez vous, on retrouve un style carrément, peut-être que vous avez fait quelque chose de tout nouveau. C'est vrai que c'est bon d'innover, mais sans toutefois redessiner toute la roue à une manière pour faire l'utilisateur. Donc, le premier composant qu'on va voir, c'est le bouton. Donc, quelle que soit l'application, que ce soit mobile ou desktop, vous aurez toujours à utiliser le bouton. Donc, c'est le premier composant qui est ici. Donc, euh, il y a différentes sortes de boutons que vous aurez à utiliser. Donc, je vais définir les composants. Donc, essentiellement, on a trois types de boutons. Donc, on a le bouton primaire, le bouton secondaire, le bouton tertiaire. Ça, ce sont les types. Bon, on va voir tout ça, les différents états de boutons. Donc, généralement, le bouton primaire, donc, c'est sur, généralement, un fond plein, donc, en couleur d'accent généralement. Donc, et comment on l'utilise généralement? Donc, le texte blanc, donc, l'action la plus importante de l'écran. Et exemple, par exemple, quel type de bouton on utilise pour le bouton primaire? On a le bouton, par exemple, commander, écrire, puis ce sont des boutons pleins. Ensuite, le bouton secondaire, outline, boost, ce sont généralement des boutons sur fond transparent bordés de la couleur primaire. Donc, comment on l'utilise pour des actions alternatives, sans quitter la page. Donc, il y a des boutons, par exemple, annuler ou en savoir plus. Maintenant, on a aussi d'autres types de boutons, les boutons tertiaires, donc généralement utilisés pour certains liens sur les sites. Villa qui Par pose exemple, son épaule sur Ramos et donc, il n'y rigole. aura pas de bordure. Mais en Donc, classico, c'est pour ça des c'était. navigations secondaires, des actions relatives à un mot de passe oublié généralement. Donc, pour ces boutons, j'ai essayé de mettre aussi, comme vous pouvez voir, on a un bouton primaire, un bouton secondaire et un bouton tertiaire. Pour la création, c'est pas compliqué. L'autre fois, on a essayé de parler un peu de l'auto layout. Donc, il suffit juste de mettre par exemple un texte, par exemple primaire, primaire. Là, vous le transformez en auto layout avec Shift A. Si on prend une hauteur de une hauteur de 4, une largeur, bon, je prends par exemple ça. Donc, vous pouvez donner un padding et un margin. Padding, c'est des marges internes dans le bouton. Comme si vous allez voir que ça, c'est à gauche et à droite. Donc, et ceci, c'est pour le haut et le bas. Mais vous pouvez toujours séparer ça pour avoir haut, bas. Et donc, à gauche, ici, à droite, ici, en haut et en bas. Donc, par défaut, il est ça comme ça. On peut en donner une marge de gauche et de droite, de, par exemple 16, de haut et bas aussi, 16 par exemple. Donc, ça, comme ça. On ajoute par exemple un fil, maintenant, je peux lui donner par exemple une petite bordure de piste. Ah, bon, je ne sais pas du tout. Donc, pour que les boutons soient pas assez compliqués, des fois, on a du auto layout. Donc, c'est que c'est l'auto layout. Donc, ça permet de centraliser. On change aussi le texte. Donc, déjà, c'est mon bouton, ça, c'est le primaire. Donc, pour le secondaire, je peux juste dupliquer ceci. Et puis, l'autre, je peux enlever le fil et puis je mets une bordure qui est le stroke. Donc, je peux prendre la valeur de la couleur primaire pour le texte. Là, là c'est mon secondaire.
le secondaire, le tertiaire, là, j'enlève juste le stroke, et là, j'ai le bouton tertiaire. Donc, ce sont les trois types de boutons qu'on a essentiellement. Une règle, c'est d'avoir un seul bouton primaire sur un écran. Donc, sur un écran, si j'ai mon interface qui se prend mon interface et que je prends disons, une app mobile, si j'ai mon phone. Donc, essentiellement, sur l'écran, il faut qu'on ait un seul bouton primaire, comme ça. Si je veux utiliser d'autres boutons, là, je vais utiliser par exemple un secondaire. Un secondaire. Si par exemple, c'est le bouton de connexion, qui est celui-ci, bon, il faut le voir. Si c'est le bouton de connexion ici. Si celui-ci est le bouton de connexion, et si je peux l'utiliser, par exemple, si c'est connexion ici, compte Google, et l'autre là, je peux utiliser par exemple ici. Et un tertiaire, un bouton par exemple, publier, je peux utiliser ceci ici, pour ne pas oublier par exemple comme ça. Donc, c'est l'idéal lorsqu'on veut utiliser sur chaque écran, on doit avoir au maximum un bouton primaire. Donc, je ne peux pas avoir deux boutons primaires comme ça, sur un même écran. C'est pas bon. Sur un même écran, avoir deux boutons primaires comme ça, c'est pas bon. Ok. Et maintenant, on va voir les états d'un bouton. Normalement, chaque bouton que vous créez, on n'aura pas de 4 états. Donc, il y a le default, qui est ce qu'on a créé premièrement, le primaire. On a le hover, c'est vraiment pour les desktops. Le hover, c'est quand la souris passe, on utilise ça, passe là. Et ça change automatiquement. Ça, c'est le hover. Ensuite, on a le press. Donc, peut-être que l'utilisateur a appuyé. Donc, quand il a appuyé, voici par exemple ça, c'est plus. Bon, ici, c'est pas un bouton. Pas dans le visible. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur a effectuer une action. Donc peut-être qu'il est en train de récupérer des données par exemple en derrière. Il ne faut pas qu'il puisse effectuer encore une autre action sur le même bouton. Il faut que le stick, donc l'état du bouton puisse être changé en visible. Donc généralement, vous avez ici le défaut par exemple, état normal, donc le visible. Donc je suis disponible. Et généralement plus foncé, donc 10 à 15%. Le plus, donc en recevoir, donc on ne met pas un nombre intérieur un peu plus foncé. Maintenant, visible, donc on ne dit pas dans l'opacité. Je vais faire un exemple ici, on peut le voir. Donc là, j'ai le default, j'ai le over, j'ai le press et j'ai le visible. On a déjà parlé des couleurs. Donc, lorsque vous définissez les couleurs, une fois que vous avez défini les couleurs, ça serait plus facile pour vous de choisir les couleurs là. Donc, et pour généralement un bouton, donc la hauteur minimale, vous devez avoir normalement 44 pixels et maximum 48 pour la hauteur. C'est-à-dire que ce qui correspond exactement au pouce humain. Même si quelqu'un doit plus petit, au maximum, ça ne dérange pas. Donc, il faut respecter ce genre de principe-là. Et la largeur minimale, par exemple, donc, il faut prendre, disons, un P12 de 16. Donc, quand je fais un bouton, je viens ici, je définis un P12. Donc, horizontal, si l'horizontal, c'est gauche-droite. Maintenant, par exemple, un bouton voit plus, par exemple, si je prends ce bouton, par exemple, voit plus. Alors, si je prends le bouton là que je viens de faire ici, vous allez voir ici, j'ai donné un peu de 16, une hauteur de maximum de 48. Mais pour la taille, ça dépend de moi. Je peux augmenter à mon bon vouloir. Ouais. Ça dépend de certains écrans. Et aussi. Maintenant, si j'ai par exemple ce test qui fait 12, mais le frame à l'intérieur fait 10. Vous allez voir que on va se retrouver à avoir un texte qui est plus petit et qui est plus grand que l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'il faut éviter de faire lorsque vous faites certains types de boutons.
Donc, en résumé, le bouton, on a trois types de boutons qui sont là, comme on peut le voir ici. On a trois types de boutons. Et lorsque vous utilisez les boutons sur un écran, évitez au maximum juste le primaire. Dans le reste, vous pouvez utiliser des secondaires pour pouvoir avoir une hiérarchie visuelle sur vos écrans. Maintenant, les types des boutons, donc là, vous pouvez décider. Lorsque le bouton ici, lorsque la personne et l'utilisateur passe comme ça, le haut vers l'arrière. Donc ça, par exemple, on peut juste, par exemple, prototyper ça rapidement. Lorsque je pense ici, et que je fais passer ici, par exemple, over, donc on mouse center. Donc c'est vraiment ça qu'on a ici, on mouse center. Donc le over, donc naviguer, donc automatiquement, ça va passer à ça. Maintenant, pour ici, je fais un mouse ici. Maintenant, ici, visualité, on fait, et on clique aussi, ça passe. Donc, ça, on peut le ramener. Donc, si je le clique, si vous voyez la version, ça passe comme là, là. Ok. Mais quand j'ai fait le press, bon, comme j'ai pas donné une action pour que ça retourne à l'autre. Ok. Ensuite, on passe au prochain composant qui est le son de saisie. Donc, presque surtout formulaire d'inscription, vous aurez toujours les champs de saisie. Donc, ce sont carrément ce qu'on appelle les inputs. Les inputs fields. Donc, normalement, input, vous aurez un label, un conteneur, un placeholder. Donc, peut-être un test comme généralement en bas. Un message d'erreur, c'est vraiment tout ça reste en bas. Donc, si on peut le résumer, vous pouvez le voir comme ça. Donc, pour le faire, vous pouvez utiliser toujours le taux layout aussi pour le faire. Soit si vous utilisez un test avec icône aussi, soit si c'est possible. Donc, si on prend ici, si c'est le email, et que j'ajoute ici, par exemple, je vais ajouter une icône. Bon, en connaissant, c'est pas beaucoup. Maintenant, celui-ci, ici, faire avec. Bon, en fait, quand tu as mentionné Gracia, j'ai pensé que c'est pour la tâche du fait où elle doit écrire au, comment on appelle, au créateur de groupe. Parce que là, je te demandais si, bon, genre, elle sait tout ce qu'il faut savoir sur Mia, mais pourquoi bien discuter avec eux, voir pourquoi ça, pour que le groupe soit actif et tout, quoi. Je pense que c'était là-dessus qu'il faut savoir sur Mia, mais pourquoi bien discuter avec eux, voir pourquoi ça, pour que le groupe soit actif et tout, quoi. Je pense que c'était là-dessus que tu l'as trouvé, quoi. La hauteur de 140, juste un stroke avec une bordure de 5 par exemple. Donc, c'est très facile à mettre en place.
et le label, je sais pas, non, c'est tout. Comme ça. Ceci, donc, c'est vraiment pour mettre des informations. Des fois, vous allez faire, on peut mettre des textes ici pour dire que, par exemple, le mot de passe va contenir euh, va comporter des lettres, chiffres, caractères, des caractères spéciaux. Donc, normalement, vous allez voir mettre ça ici pour pouvoir aider l'utilisateur très petit. Hein. Donc, bon. Moi, ça fait tout ça. On met ça comme ça, généralement, sur les sites pour pouvoir choisir bien son nez. Ok. À peu près, c'est comme ça que se présente le champ de saisie et le input. Donc, quels sont les différents états des inputs? Généralement, vous allez avoir le NCD. Donc, quand par défaut, on a cet état-là, on vient de faire. Maintenant, focus. Donc, quand la personne commence par saisir, généralement, on passe par exemple à un autre état, par exemple, ou peut-être on passe à l'intérieur du input, par exemple, on met une couleur un peu plus foncée. Pas de souci. Par exemple, on a un fil pour faire comprendre l'utilisateur, par exemple, s'il est en train de faire une saisie. Et là, peut-être, on peut changer peut-être le type de police. Bon, pas changer le type parce que peut-être que ça serait un peu, par exemple, semi-bon, pour dire qu'il est en train de faire une saisie. Donc, ça, tout comme les boutons, on peut avoir différents états. Donc, essentiellement, on a cinq états. Ainsi, pas de défaut, le focus, donc, quand c'est actif. Maintenant, le fil. Donc, ici, par exemple, par défaut, on garde la bordure. Ici, par exemple, on met une bordure avec une certaine couleur. Lorsque c'est rempli, peut-être que ça sera foncé. En cas d'erreur, on va mettre, par exemple, bordure rouge. Et que, par exemple, c'est peut-être il y a plusieurs champs. Le visible, par exemple, ici, divisé force. Et quand il y a, par exemple, plusieurs bon, champs, d'après ce que j'ai compris, Miami est une plateforme de copaiement. Si je ne me trompe pas, vous réduisez le prix d'abonnement pour les sites populaires et vous proposez de le faire en groupe. Tu ne puisses pas toucher le input en bas. Donc, ça, par exemple, le bordure, on peut le rendre un peu plus fou. Et là, le test, maintenant, on peut mettre une opacité. Pour dire que c'est visible, donc il ne pourra pas toucher. Et puis, par exemple, lorsque c'est bon, il a fait une bonne saisie, peut-être, on peut passer, par exemple, on peut passer, par exemple, pour faire. Par exemple, ce qu'il a saisi, c'est bon, et peut-être mettre un bouton valider, et c'est bon. Donc, vous devez prendre en compte ça lorsque vous faites la saisie pour les input fields. Donc, il y a 5 états. Donc, lorsque vous créez les composants, vous devez prendre en compte créer ces 5 états-là pour le input field. Donc, le placeholder, donc, c'est la partie du test. Donc, par exemple, un mauvais design, vous voyez que l'adresse email est dans le sens placeholder. Dès que l'utilisateur clique, le label disparaît et il oublie ce qu'il doit taper. Maintenant, c'est tout. Et en fond des inputs comme ça. Ou si ton input, si c'est ton input, je pense que les autres ici. Ici, par exemple,
on a un input avec label. Ici. Ça, c'est ce qui est normal, ça. Maintenant, quelqu'un se retrouve, par exemple, à faire un input comme ça, avec le test. Lorsque la personne commence à taper, il tape comme ça, là. Et c'est fini, il ne sait plus, au juste là, c'est quelle information, il est en train de taper. Donc, le label, si on va mettre en haut ici, le label qu'on va mettre en haut ici, c'est mettre ça au user de savoir que, ok, ici, par exemple, c'est, par exemple, le email, email qu'il est en train de saisir. Là, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, je vais prendre en compte ça. Ne jamais faire des inputs sans label. Sans label. Donc, le label est au-dessus. Donc, bon, le label est au-dessus du sang. Ou flottant légèrement vers le haut. Bon, il y a aussi des inputs où on fait, vous allez voir que le input est peut-être comme ça. Le mail est aussi comme ça. Et ça aussi, ça passe. Ça aussi, ça passe. Mais l'essentiel est que le user puisse voir son input là. Lorsqu'il est en train de faire sa saisie. Donc, il y a aussi, bon, d'autres catégories qu'on peut essayer de faire choses en UI, c'est important. Par exemple, en email. Donc, lorsqu'on fait un email, vous allez voir que il faut prendre en compte ça. Il faut que lorsque l'utilisateur clique sur le input email, sur son clavier, là, ben, il va avec le dev. Donc, généralement, si on présente aussi le clavier pour importer le clavier dans votre design, et que lorsqu'on clique sur le mail, il faut que l'arrobase soit possible. Il ne faut pas que l'utilisateur aille chercher. Donc, il faut importer, il faut créer si possible, si on ne peut pas appeler ça de manière native, créer selon le langage de programmation, le mail et un clavier qui puisse faire appel à l'arrobase pour que l'utilisateur n'ait pas à chercher le mail. Généralement, même pour certains inputs, lorsque c'est le mail et que ce n'est pas le mail, et que la personne saisit automatiquement, ça revient parce qu'il n'y a pas l'arrobase. Et donc, pour faire aider l'utilisateur, il faut que sur le clavier, il y ait directement le arrobase. Pour le téléphone, généralement, vous allez voir des inputs comme ça pour le téléphone. Vous allez voir des inputs à 2 dimensions, comme ça. Dans le même input, on fait d'abord un petit comme ça. Ensuite, un autre à côté comme ça. Ou le premier ici, vous allez voir par exemple le téléphone où on met ça, comme ça. Et ici, vous allez voir que, par exemple, 228. Vous allez voir qu'on se retrouve généralement avec quelque chose comme ça. Hein? Quelque chose comme ça. Et s'il faut choisir le calendrier, et choisir, par exemple, l'indicateur du pays avec le drapeau. Soit on dirait généralement une flèche tournée vers le bas, ou soit le drapeau. Je ne sais pas si tu peux avoir un drapeau ici directement. On va seulement. Je peux voir ici. Par exemple, mettre le drapeau directement ici. Donc, comme ça, et ensuite le numéro. Donc, ça dépendra du type de output que vous voulez faire. Donc, si c'est un numéro de téléphone, on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir quelque chose comme ça. Donc, numéro de téléphone. Maintenant, si c'est un mot de passe, donc il doit avoir normalement une icône avec un œil. Normalement, parce que j'ai mon input comme ça. J'ai mon input comme ça. Et que c'est un mot de passe, je dois avoir. Normalement, vous devez avoir les deux en même temps. Vous devez avoir les deux. Parce que par défaut, c'est comme ça. Et que si l'utilisateur veut cacher, il y a le iClose. Pas
ou bien des fois le cadenas qu'on met aussi sur certains input fields. Donc ça, c'est peut-être à vous de choisir le type d'icône que vous voulez mettre au niveau du mot de passe. D'autres mettent juste tout simplement un cadenas comme ça. Et lorsqu'on appuie, l'heure vient. Donc ça, par exemple, vous pouvez créer par exemple un composant déjà que vous allez peut-être utiliser. Ou vous prenez les deux, vous créez un composant et que tout simplement vous l'utilisez ici. D'accord. Donc, on va passer à notre prochain composant, le toggle, le switch, le checkbox et le radio. Ça, presque partout, vous aurez besoin de l'utiliser. Ce sont des composants, des fois, qui vous permettent de ne pas faire trop répéter l'utilisateur, par exemple, pour faire le choix. Par exemple, au lieu, par exemple, de choisir, par exemple, le texte et saisir, par exemple, taper lui-même homme, femme. On fait, par exemple, un texte possible, c'est homme de cocher. Si c'est pas un homme, de ne pas cocher. Bon, vraiment, c'est les deux actuellement. Donc, il y a aussi le radio. Le radio, peut-être vous allez avoir différents. Bon, généralement, les gens confondent ça. Donc, comment les différencier? Généralement, vous allez voir que le checkbox, c'est la case carrée à cocher. Donc, vous allez avoir un carré comme ça, avec un texte, par exemple, coché. Comme ça. Donc, ça, ce sont les checkbox. Donc, normalement, je peux avoir 10. Ça, c'est pas le marron. Donc, les checkbox sont généralement comme ça. Ça, c'est un checkbox. Donc, soit multiple dans une liste. Donc, ce sont les cases carrées à cocher. Donc, ça permet de faire peut-être des choix multiples dans une liste. Donc, peut-être vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, ça, je le fais pour que vous puissiez voir en même temps, si possible, les différences en même temps. Donc, peut-être que il faut faire une, peut-être parmi ces quatre, par exemple, on peut choisir par exemple un. Donc, et pour les checkbox, donc vous allez checker ce qui vous semble bon. Donc ça, c'est le checkbox. Donc pour choisir donc, les choix multiples dans une liste. Donc, c'est pas une seule chose. Donc, on peut cocher 2, 3 dedans, ou bien même les 4. Quand vous écrivez, par exemple, sur TikTok, premièrement, vous allez voir qu'il y a plusieurs options qui mettent, ils ont même enlevé ça directement. Mais quand vous cochez, ils changent la couleur avec le fond et ils essaient de mettre, c'est pas en rond comme ça, mais ils ont changé ça. Bon, quand même avec ça, vous comprenez que c'est de ça qu'on veut parler. Il y a le radio button. Donc, ce sont des boutons ronds, un seul, avec une seule sélection. Donc, ça se retrouve généralement comme ça. Ça peut être ceci comme ça. Hein. Ça peut être, si on peut dire ça, ce sont les checkbox. Donc, les checkbox, comme ça. Ensuite, ici, on a les radios. Radio, c'est que dans les radios, vous devez faire uniquement un seul choix. C'est généralement la différence. Non, mais ici, ça, une bordure. Donc, si je passe en économie, c'est que je mets par exemple un truc. Et que je mets dans le radio. Le radio, normalement, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Et que lorsque celui qu'on veut choisir parmi les quatre, vous devez choisir forcément qu'un seul.
Donc là, peut-être vous allez vous retrouver à choisir comme ça. Lorsque vous cochez un, donc peut-être que lui seul va choisir comme ça. Des fois, on met par exemple l'icône. Famille, pour l'avoir vécu, je sais de quoi il s'agit. Success. Ok, ça dépendra. Peut-être en vert ou ceci. Je vais mettre par exemple cette icône ici. Comme ça. Bon, ça c'est une icône que j'ai pour aléatoirement. Ça c'est un radio. Il n'y a pas ça peut avec aussi des checkbox aussi où on check dedans. Donc ça peut être aussi comme ça en radio. Maintenant le top switch, dans le toggle switch. Lui, généralement, comment il est? C'est pourquoi vous allez vous retrouver avec peut-être un seul comme ça. Ça, ça. Et je lui donne un pro avec une grandeur de 13,5. Dans le toggle switch, lorsque vous cliquez dessus, par exemple, il va changer par exemple de position pour dire par exemple succès. Dans le top switch, c'est vraiment ça. Lorsque vous cliquez ici, lorsque vous cliquez, ça tourne à ceci directement. Lorsque vous cliquez, ça retourne à ceci. Donc, ça, c'est le toggle switch, ça. Donc, interrupteur et activation de l'activation immédiate. Le switchage, généralement, c'est un petit restant avec S et une croix. Donc, si tu sélectionnes multiple de recherche, généralement, c'est dans les barres de recherche. On met ça, par exemple, le prix. Ici, une recherche par prix. Ça, c'est un peu plus long. Si ça, on va laisser ça comme ça aussi. On va laisser ça. Après, je vais vous laisser l'image de ça. Ok, donc à peu près, donc c'est ça. Donc, quand vous faites une différence, vous allez voir que généralement, c'est les trois objectifs. Mais quand on fait par exemple une application de e-commerce, vous allez faire ça ou dans la barre de recherche qui est là comme ça, vous allez avoir une croix. Et lorsqu'on fait des recherches, vous allez les voir en bas. Ou on peut rechercher quelque chose. Donc, je vais vous faire le exemple pour vous passer ça. On passe au composant numéro 4, donc la barre de navigation. Donc, on parle de barre de navigation, généralement, on a navigué sur une barre et puis il y a sur le bottom nav. Donc, généralement, la navigation sur une barre, donc c'est la colonne vertébrale de l'application mobile. Généralement. Parce que desktop, on a généralement la sidebar comme ici, comme ce qu'il met ici.
allez voir que sur desktop, on a plus de sidebars. Mais sur mobile, on a par exemple ici, comme vous voyez sur l'icône de Sigmax au milieu. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve les icônes sur le mobile presque des applications. Donc, généralement, quelles sont les règles? Donc, il y a 5 destinations. Donc, le cerveau ne retient que 5 éléments de mémoire de travail. Donc, ce sont quand même des études. Donc, sur le botton navigation en bas du mobile, 3 à 5 icônes. Par exemple, ici, c'est vrai que c'est beaucoup, ça dépasse 5. Parce que bon, c'est un outil de design. Mais si vous voulez mettre sur du mobile, maximum 5. C'est pour ça, lorsque vous prenez Telegram, que vous prenez WhatsApp, vous allez voir qu'au maximum, donc, chacun doit avoir son phone à côté de lui, vous pouvez vérifier. Vous allez voir que sur WhatsApp, c'est 4. Sur Telegram, ils sont normalement à 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Eux, ils sont à 4. Donc, presque sur tous les sites, ils sont toujours à ce maximum, la 4 ou 5 au maximum. Il faut le bottom, navigation. Plus personne n'utilisait la navigation d'en haut. C'était WhatsApp qui faisait 100%. Ils sont revenus au système général de tout le monde. Donc, généralement, ces personnes utilisent une icône active, plein de couleurs. Par exemple, ici, vous l'avez vu, ici, vous pouvez le voir sur Sigma, vous l'avez vu. Lorsque c'est actif, c'est en bleu. Lorsque je passe à un autre, ça change. Et puis de suite. Donc, sur mobile, ça c'est aussi ce type de navigation-là. Alors, généralement, si vous voulez mettre du texte, vraiment, si on met presque le test avec. Donc, ici, ils n'ont pas mis, disons, le test avec. Lorsque vous cliquez sur la flèche, ici, vous allez voir qu'ils ont mis par exemple l'icône avec le test. Et que c'est actif. Donc, sur mobile, c'est ça. Il y a plein d'exemples. Presque toutes les applications qu'on utilise, c'est pareil. Donc, généralement, sur iOS, c'est en bas de l'écran. En Android, c'est en bas. Donc, vous voyez que presque chez tout le monde, sur tous les mobiles, c'est toujours en bas. Et le tab bar, donc, par exemple, le tab bar, vous allez voir que on se retrouve à une navigation des fois sur le haut. Tu vois, là, vous le faites toujours, mais presque tout le monde est revenu au système de bottom navigation. Bottom navigation, ça. Donc, sur du desktop, ça, c'est généralement en haut, comme ici. Comme on peut voir, comme les onglets de navigation qu'on a sur nos navigateurs. Presque tout le monde se fait partir de ça. C'est plus facile. Et maintenant, les navigateurs, maintenant, même, ils groupent certains les onglets de navigation. Le composant suivant, c'est la liste. Donc, généralement, presque sur toutes les applications, on se retrouve avec une liste. C'est cet espace vide où on appelle des fois, bon, comme ça. Donc, il y a deux sortes. Il y a les listes et puis il y a les grilles. Donc, il y a les listes vues, il y a les grilles vues. Liste, par défaut, c'est une seule rangée. Donc, liste, élément empilé verticalement, donc sur la verticale. Mais grille, c'est que quoi? C'est que vous vous retrouvez avec une grille. Donc, par défaut, vous allez voir par exemple liste de discussion sur WhatsApp. Donc, c'est une seule liste. En gris, vous avez par exemple les galeries sur Instagram. Donc, comment ça se présente généralement? Lorsque un mobile, par exemple, mobile. Donc, et que par exemple, dans mon composant là, je peux avoir quelque chose comme ça, avec, peut-être ça peut être un cadre avec les informations. Donc, ça me retrouver comme ça. Le list view va se présenter comme ça. Donc, tout peut-être peut être en list view. C'est ça? C'est ça. Et que je ramène comme ça. Et que si j'avais protégé, bon, ça, comme ça se présente les listes view. Donc, si vous voulez faire du liste, peut-être, par exemple, ça carte, vous devez d'abord arranger ça. Par exemple, là, vous allez voir qu'on a les discussions comme ça, par défaut. Et maintenant, les grilles view, qu'est-ce qui se passe généralement avec les grilles view? C'est qu'on se retrouve avec, peut-être, ça peut être, comme c'est les photos, par exemple, sur Instagram, je vais me retrouver, par exemple, avec, disons,
rectangle comme ça, avec des informations en bas. Et puis, si je me retrouve comme ça, je passe en auto layout de 2, le centre, je m'écoute ça, un contrôle D pour. Là, par exemple, c'est en grille de 2 colonnes. En grille de 2 colonnes. En grille de 2 colonnes. Donc, si généralement pour des sites avec des photos, là, ça dépendra du type de projet que vous gérez. Donc, si par Instagram, pour les photos, les sites de photos, vous allez voir que quand vous prenez par exemple Splash et Texel, ce sont des sites qui mettent des trucs en grille, des fois même 2 ou 3. Donc, généralement, vous allez le voir, si peut-être vous voulez faire ça, genre, par exemple, WhatsApp, on a une anatomie de ce genre, où on a, par exemple, l'image, comme ça. On a l'image, donc l'avatar à gauche. Ensuite, on a le texte. Si on veut faire ça, disons, c'est comme de WhatsApp. On a le texte, par exemple, si c'est un groupe ou bien une discussion, on faire le nom, et peut-être en bas maintenant, comme ça. On peut avoir, par exemple, le message, une mini-description, par exemple, du message. Donc, sur la liste. Donc, ça peut être comme ça en ligne. Mais si c'est, par contre, avec les grilles, peut-être je me retrouve avec une grosse image comme ça, avec les informations qui peuvent être passées comme ça. Ensuite, l'information qui est là, et si peut-être c'est un peu plus grand, comme ça. Donc là, je suis en grille, et là, je peux faire, mais excusez-moi. Une minute, s'il vous plaît, ça fait une autre. Donc là, je vais vous montrer ceci. Maintenant, on va voir le composant cadre. Donc, à peu près
vous avez vu comment se présentent les listes view et les grid view. Donc, selon si vous êtes en liste, donc, comment présenter les informations, comment vous êtes en grille. Donc, il y a plein. En grille, par exemple, quand vous prenez Instagram vous présente en grille. WhatsApp et Telegram vous présente en liste view. Maintenant, on va passer aux cartes ou cartes, généralement. Donc, les cartes, c'est quoi? Généralement, ce sont des conteneurs visuels, donc, qui regroupent des informations. Donc, ça va avec images et plus choses. Ça peut être une liste d'informations dans ces contacts, comme les listes qu'on vient de voir. Ça peut être des listes. Maintenant, où peut-être on présente l'icône. Par exemple, sur WhatsApp, on a l'icône. Ensuite, on a le texte du groupe et le sous-texte. Donc, anatomie, donc ça dépendra de comment vous-même vous voulez présenter. Donc, une image, un titre, une description, une action. Donc, on peut se retrouver à faire quelque chose, genre, comme ça. Donc, je peux me retrouver avec mon image comme ça. Une fois, on avait créé ça, lors de une séance, on avait créé ça. Alors, c'est que ça, c'est l'image qui serait là. Ensuite, j'ai par exemple un titre qui est là. Donc, pour avoir une bonne utilisation, je peux passer par l'entrée. Je mets le fond en blanc. Donc, je peux avoir cette anatomie, par exemple, d'un cadre. Ici, l'image. Donc, je peux ajouter, par exemple, bon, la connexion, ce n'est pas. Donc, si on va ajouter directement, bon, c'est pas plutôt une image en local. C'est encore mieux. C'est pas ça qu'on voit. Donc, je me retrouve avec ça et que je peux mettre par exemple tout en auto layout et puis ajouter des mots. Comme ça. Et j'ajoute un peu de fond.
Il y a une main levée. Allô, vous? Allô? Hello? Hello? Non, c'est d'accord. Comme ma connexion est avec le gay, un tout petit peu là. C'est bon, on continue avec. D'accord. Comme tu le dirais si bien, tu es faible. Ok, je suis encore de retour. Ma connexion, franchement. Hello? Vous me suivez, non? Je pense que c'est la connexion ce soir.
Là, j'espère que vous avez pu suivre lorsque je faisais, disons, le process de cette carte-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a cette carte, donc, généralement, lorsqu'on utilise en quantité là, on met généralement de l'ombre. Donc, on met de l'ombre, du shadow pour créer une énergie visuelle. Donc, pour ces cartes comme ça, donc, là-dedans, je peux ajouter en même temps une bordure, comme il faut, une bordure, et j'ajoute par exemple un effet ombre, donc drop shadow. Je vais réussir ici pour pouvoir bien voir l'ombre. Donc, les ombres, ce n'est pas trop exagéré, le 5% c'est bon. La position, et tout ça, bon, la couleur, le noir, le 5% c'est bon. Il y a cette ombre déjà, c'est déjà bon. Donc là, les cas, donc, lorsque vous créez le sport, on a vu comment créer un composant. Lorsque vous avez des cas, vous pouvez les transformer en composants et les utiliser où vous voulez. Ok, après les cadres, on va voir les modales. Donc la modale, les modales et les dialogues. Il y a généralement deux sortes. Il y a le modal, lorsque vous cliquez sur l'écran, généralement c'est sur le portable, sur le desktop aussi, on l'utilise des fois. C'est lorsque vous cliquez sur quelque chose, donc le modal lui prend entièrement l'écran. Maintenant, il y a le bottom sheet. Le modal se présente sous ce format généralement. Parce que si on peut essayer quelque chose ici, lorsque je fais un modal, donc je me retrouve par exemple ici la dimension de cette forme, ça fait 1440 sur 1024. Donc quand je prends un rectangle, 1440 sur 1024. Donc si je le centre, donc le modèle se présente normalement comme ça. Donc, comme ça. On aura. Et là, sur ce rectangle, maintenant, je peux mettre par exemple si c'est des informations à mettre comme ça. Donc, je peux par exemple avec ce rectangle là comme ça, au fond. Et là. Donc, ça, c'est le modèle, ça.
Dans le modèle, ça recouvre entièrement l'écran. Ça recouvre entièrement l'écran. Et avec ça, peut-être qu'il faut mettre une couvre pour le close, par exemple. Donc, dans certains cas, on se retrouve à utiliser le modèle. Dans d'autres, on n'a pas besoin d'utiliser le modèle, mais on fait juste le bottom sheet. Et ça, c'est le bottom sheet, c'est plus côté navigation mobile. Donc, voici à peu près comment se présente le modèle. Pour ce rectangle, par exemple, je peux le rendre un peu plus, disons, sauf que pour que ce qui est en arrière-plan se fasse moins fort, comme ça. Donc, à peu près, voilà comment se présente le modèle. Vous me suivez? Ok, là, à peu près, là, c'est le modèle. Le bottom sheet, généralement, on n'a pas besoin forcément de faire partir du modèle comme ça, mais lui vient généralement comment? Donc, ce rectangle, là, par exemple, je l'enlève là. Maintenant, mon rectangle, là, par exemple, le bottom sheet, généralement, sur les mobiles, si je veux, lui, par exemple, si je lui donne une couleur, par exemple, une couleur verte. Il est en bottom sheet. Dans le bottom sheet se présente vraiment ce format-là. Donc, comme ça. Et là, on a des actions où vous aurez peut-être des boutons encore que vous allez utiliser. Comme ça. Là, je me retrouve avec des boutons. Peut-être qu'il y aura plus d'actions à faire. Donc, le bottom sheet, vous allez l'avoir normalement plus côté mobile que desktop. Donc, c'est à peu près le bottom sheet. Donc, c'est comme ça que se présente le bottom sheet avec des actions. Donc, ça dépendra des cas. Des fois, le bottom sheet permet de centrer votre écran. Si vous ne voulez pas que l'utilisateur fasse des allers-retours qui vont le fatiguer, donc c'est pour avoir une cohérence pour que l'utilisateur soit au même endroit et fasse tout à la fois. Donc, si c'est pas besoin, on n'a pas besoin qu'il aille faire peut-être un grand chose, peut-être c'est juste pour consommer, là, on aura un bottom sheet. Et ça, c'est simple. Donc, ici, un résumé de quand utiliser le modal, quand utiliser le bottom sheet, quand utiliser le modal. Donc, c'est pour conseiller par exemple une suppression. Vous voulez vous supprimer ce message. Donc, ça, c'est une obligation. Donc, il doit être forcément, il doit valider. Donc là, on est obligé de rester avec, on est obligé d'utiliser le modal. Ben, si c'est que, ou bien soit un formulaire rapide, là, on utilise le modal. Ou bien une alerte critique, peut-être une fonctionnalité, et peut-être faire une mise à jour des fois. Les mises à jour, des fois qu'on fait en pop-up où il faut que l'utilisateur valide. Là, on utilise le modal. Donc, comment se présente un modal? Donc, à peu près, vous pouvez voir background 0,5, donc 50% pour ça, comme vous pouvez le voir ici. Parce que j'ai ça, donc l'anatomie, donc je vais mettre en fond ce rectangle de choses
modal se passe à 50%. Donc, ça va être là, comme ça. Ensuite, là, c'est le foreground. Foreground. Et maintenant, peut-être découvrir le texte, tout ce qu'il faut. Donc, là, à peu près, c'est comme ça qu'on se présente l'anatomie d'un modèle. Donc, on va aller le conteneur, le titre, le message. Donc, peut-être, il faut mettre l'entité. Alors, je vais confirmer. On va confirmer. 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 Là, et maintenant, peut-être mettre le texte qu'on veut mettre ici. Si la personne veut pas faire chose, peut-être juste fermer. Donc, voilà comment se présente normalement un modèle. Peut-être les boutons annulés. Donc, ça doit être un bouton secondaire. Et le dernier composant qu'on va voir, c'est le composant Toast et le composant Slack Bar. Normalement, utilisé dans les notifications éphémères. Okay. Le composant Toast et le composant Snack Bar. Donc, c'est généralement des messages qu'on veut faire passer. Généralement, le Toast ou Snack Bar, c'est généralement sur Android. Le Toast sur Android. Le Toast sur Android, c'est un petit message en bas. Donc, pas d'action possible. Généralement, c'est quand vous allez avoir, vous allez vous retrouver peut-être avec un message comme ça, en bas comme ça, peut-être un message comme ça. Peut-être vous faites un téléchargement ou peut-être c'est par exemple 25, 115%. C'est en train de télécharger jusqu'à la fin. Donc ça, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà comment se présente par exemple le Toast message. Donc le Toast message se présente comme ça. Ensuite, on a le Snack Bar. Donc, généralement, je suis en bas. Mais là, on peut par exemple annuler. Donc, il y aura peut-être un petit bouton pour dire annuler. Donc, il disparaît quelque chose de quelques secondes. Donc, ça s'ouvre la tête, peut-être l'action là est finie, ça. Donc, maintenant, sans l'utiliser, bonne question. Donc, quand on veut utiliser par exemple le Toast ou bien le Starter, donc on veut par exemple envoyer des messages de succès. Par exemple, la personne a fait une inscription, que c'est bon, là, on valide. Bien, la personne fait un petit message ou bien quelque chose, ça dépend du type d'application. Donc, on veut faire peut-être un brouillon et que la personne retrouve. Par exemple, une application de messagerie où il faut écrire un petit message. Article ajouté au panier, par exemple, un petit message pour dire que votre article a été ajouté. Donc, il ne peut plus faire une action, ça se fait. Si c'est par exemple annulé, là, par exemple, dans ce cas, là, par exemple, annuler ça, là, par exemple, on utilise un Snack Bar. Et dans quelques secondes. Donc, règle du tout sous Snack Bar. Donc, jamais pour une erreur bloquante. Donc, il ne faut pas que cette erreur ou bien quelque chose de bloquant l'utilisation de l'application. Sinon, ça empêche l'utilisateur de faire d'autres actions. Des fois, ce à quoi le designer n'a jamais pensé, ou bien même le dev n'a jamais pensé. L'utilisateur peut être là en train d'effectuer une action et il passe à autre chose. Donc, on ne prend pas ça en compte, c'est que on avance juste comme ça, on bloque. Forcément, il va laisser tomber l'application avec autre chose. Et là, la rétention client, là, les clients passent. L'utilisateur abandonne l'application. Donc, en synthèse, donc, on a vu les 8 composants. Donc, on a les boutons, les inputs, les tools, les navigation, on a les listes, on a les cartes, on a les modales et on a les tools. Donc, là, vous pouvez essayer ça. Bon, pour cette partie, je vous ai réservé un petit exercice pour de faire vous-même. Donc, les sites, donc,
il y a une partie élément sur lequel un composant UI. Donc, vous allez faire une page d'authentification, donc de connexion. Donc, un titre de bienvenue. Donc, ça, c'est le test dans la typographie. Donc, 3 petits points de navigation indicateurs. Donc, vous allez faire normalement 3 screens. Donc, la connexion, l'inscription et mot de passe oublié. Je vais vous écrire ça en même temps. Pour les 3 pages d'indication, donc, vous devez faire les 3 pages connexion. Pas une question de faible. Quand j'ai dragué ma gauche, si j'étais à l'aise sans suivre mon vocabulaire, je n'aurais pas eu ma fine shit. Mot de passe oublié. Donc, vous allez faire les trois là, comme ici, en appliquant tout ce qu'on vient de voir là-haut. Donc, un champ mail, un champ mot de passe, un bouton se connecter, dans un dépendant du cas. Un bouton continuer avec Google. Donc, vous devez ajouter et continuer avec Google. Donc, je vous laisse l'embarras du choix. Mot de passe oublié, vous devez l'ajouter. Le lien créer un compte. Pour la partie input. Donc, faites de sorte que vous ayez ça. Input sheet. Là. Faites en sorte que vous vous retrouvez avec un nombre de composants comme ça. Et avec ça, c'est aussi. Un peu plus grand, si je n'ai pas stylisé totalement. Donc, là, on vient de finir notre partie 1. Normalement, c'est la deuxième partie. Moi, j'ai déjà ma fine shit. C'est composant essentiel UI. Donc, la seconde partie, c'est les bonnes pratiques UI. On continue, non? Ça peut aller. Faites-moi signe pour qu'on voit si la deuxième partie, bon, la deuxième partie, il est déjà presque 21h35. Pour que la deuxième partie peut continuer là, on avance pour côté deuxième partie. Roi, mana, oui, tu peux parler. Oui. Roi, mana, tu peux ouvrir ton micro et parler. Hello. Il dit que c'est bon. Il avait écrit dans le chat. Ah, d'accord. On peut continuer, non? Oui, exactement. Ou bien on va clôturer cette partie. Chacun va poser des questions d'abord avant qu'on ne continue. Je pense que cela serait plus judicieux. Alors, c'est le moment de poser vos questions, chers amis. N'hésitez pas. Oui, Héritier a levé la main. Tu as la parole, Héritier. Ok. Tout d'abord, est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit pas. Ok. Bon, moi, comme vous le voyez, je me nomme Héritier Bassani et je suis un étudiant en deuxième année de licence génie logiciel. Donc, bon, le design UX, bon, c'est un sujet qui m'intéresse un peu plus. Du coup, j'ai une question à poser au formateur. Et sur la partie où on parlait de la barre de navigation et surtout pour les écrans mobiles. Du coup, je pense avoir cerné que vous avez mis un peu l'accent sur le fait que de nos jours, les navigats sont préférés en bas. Est-ce que c'est correct? Oui. Change. Ok. Maintenant, moi, j'ai rencontré un truc récemment là. En fait, la plupart des navigateurs sur iPhone, le navigateur même a son, je sais pas,
sa barre de navigation, genre le navigateur même a sa barre de navigation en bas. Maintenant, lorsque le site web aussi a sa barre de navigation en bas, ça ferait un peu moche, quoi. Je pense que ça ferait un peu souffrir l'utilisateur, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler, quoi. Oh oui, je vois un peu près. Tu parles du navigateur sur les iPhones. Généralement, c'est comme la barre de recherche, quand tu finis de taper, le lien, tout ça, là est en bas. Ou bien? Ouais, voilà, avec les options et tout. Bon, quelque part, c'est souci d'accessibilité, généralement, quand ça dit que, quand on prend un écran, si je peux essayer de vous schématiser ça, eux, ils sont, les devs, les designers de côté, iOS, ils sont toujours en train de penser à toujours un level donné. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones, par exemple, qu'on prend le point, je vais diviser par exemple le temps comme ça, comment c'est en 5 là, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones où quand vous mettez les choses, l'utilisateur a tendance à plus utiliser, lorsque vous mettez par exemple un bouton sur cette partie-là, comme ça, cette partie de l'écran, comme ça, ou bien, ici, comme ça, ou bien comme ça. Généralement, ce qui est plus de ce côté-ci, l'utilisateur va plus, aura plus tendance à appuyer sur des trucs qui sont plus en bas, soit sur une règle. C'est-à-dire que les choses qui sont en bas, je ne vais pas trop souffrir pour avoir accès. Mais si c'est en haut, là, j'aurai plus de soucis à aller, disons, à aller taper, à aller pour interagir. Donc, c'est par rapport à ça que eux, ils font descendre plus la navigation vers le bas. Même si tu as déjà la navigation du portable en bas, il faut encore faire descendre, disons, la base de chercher les informations en bas. Sinon, c'est quand même une bonne idée. C'est une bonne idée de le faire. Sinon, ce qu'ils font, c'est normal. Mais juste, je ne sais pas, est-ce que la majorité des utilisateurs sont déjà habitués? Non. Mais avec le temps, je pense que tout le monde ne pourra pas adopter ce style-là, où on ramène beaucoup d'informations très utiles en bas, où maintenant tout le haut ici est vide. Parce que quand tu places beaucoup de tes informations en haut, le hamburger menu, par exemple, qui est ici, et que certaines informations sont ici, par exemple, la photo de profil, ça prend plus de temps à une personne d'aller appuyer ici. Que si tu mets, par exemple, un bouton menu ici en bas, ici, et que l'utilisateur va facilement appuyer, il va avoir accès. Donc, eux, ils ont étudié ça. Généralement, on dit que ici, ça prend 60%, ici, 40%, non, ici, 60%, ici, 30%, ici, 10%, et le reste, la chose, etc. Donc, ça fait que ils ont ramené ça ici, en bas. Pour nous qui ne sommes pas habitués avec le temps, eux, ils imposent le design. Généralement, les iPhones, les gens suivent. Là, avec le temps, je pense que ça va passer aussi sur Android où on va ramener les choses ici en bas. Non, c'est une bonne manière de présenter les choses, bon, selon moi. Donc, bon. Si peut-être il y a, je ne suis pas le seul pro dedans, il y a des boss aussi dans le chat qui peuvent intervenir aussi, qui trouvent qu'il y a aussi d'autres ajouts qui peuvent dire. Abdou est là, Abdou est là. Sinon, c'est la réponse que moi je peux te donner, disons, l'information que moi j'ai. Ok, merci beaucoup. Autre question?
votre inquiétude. C'est bon, vous n'avez pas d'autres questions, tout est clair, on peut continuer. Ok, monsieur Joseph, il me semble que tout est clair. On peut continuer, on peut poursuivre. D'accord. Vous avez vu les 6 mots. C'est que les 6, ça peut passer. On continue côté cours ou vous voulez passer, il ne reste à peine 15 minutes. En 15 minutes, je ne sais pas si on pourra faire parce que soit je risque d'aller à vitesse grand V pour qu'on puisse terminer la partie bonne pratique. On peut aller. Si vous êtes d'accord qu'on continue, envoyez les réactions au fait. Ne laissez pas notre animateur comme ça. Notre speaker comme ça. Et je vois déjà les réactions, ils sont pour. D'accord, ok, là c'est bon. Là, ok, côté bonne pratique, donc, comme tout le monde sait, c'est côté toujours, c'est là de ne pas faire réfléchir l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, si possible, tout ce que vous allez faire pour qu'il n'ait pas trop réfléchi. L'essentiel rend le tout facile. Donc, c'est pourtant pas d'expérience utilisateur. Donc, et s'il y a un auteur qu'on peut citer, Steve Jobs qui dit, don't make me think, donc ne me laisse pas réfléchir. Donc, l'utilisateur avance sans se poser des questions. C'est pour ça, dans certains cas, par exemple, on utilise les radios ou bien des switches pour que l'utilisateur puisse accrocher, à sélectionner, à faire certaines choses. Donc, pas besoin qu'il saisisse certaines informations. Et s'il faut faire par exemple des formulaires, il faut faire des formulaires multi-étapes. Donc, tout ça, là, c'est à penser côté US. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Et faire un mauvais US, ça va vous coûter. Même que certains vont dire que bon, je vais faire, même si les couleurs ne sont pas bonnes, même si la typographie n'est pas bonne, ça ne peut pas faire quoi. Mais vous allez perdre en termes de clients. Parce qu'un client commence à voir certains types de design, quand il va voir déjà l'application, c'est moi qui part. Si c'est trop compliqué, il part. Donc, normalement, les stations ont montré que quoi, 40 à 60% des utilisateurs qui téléchargent une application ne dépassent jamais l'écran de création de compte. Si la création de compte est trop longue, le fond d'analyse, si c'est trop long, le processus est trop long, les gens ne vont pas quitter l'app. Ça, c'est clair. Donc, vous devez rendre le plus simple possible. Si vous avez besoin juste le mail et le mot de passe, ça suffit largement. Si vous n'avez pas besoin de ça même là, on peut juste se connecter. Lorsque peut-être si c'est pas une appel du commerce, lorsque la personne voit que c'est un produit, en ce moment, il va remplir certaines informations. Même ça, même ne demandez pas tout. Là, les dessins, aussi, tout ça, là, si vous n'avez pas besoin, il ne faut pas. Donc, il faut toujours penser à ça, rendre les choses de manière toujours plus facile. Donc, quelque chose pour que l'utilisateur n'ait pas à trop penser. Donc, et aussi des messages d'erreur ou incompréhensibles chez l'utilisateur. C'est pour ça, normalement, il faut toujours des testeurs. Et pas juste des testeurs, développeurs, informaticiens qui sont dans la tech. Non. Il y en a novice qui n'a rien à voir. Vous allez voir comment il utilise, comment il interagit avec la solution que vous avez créée. Et vous corrigez. Et là, vous savez comment repositionner. Par exemple, l'exemple de ce que je t'avais montré, tout ce que j'ai montré à la question posée, il y a certaines parties de l'écran où il faut présenter les choses. Si l'information est plus bas, là, c'est vrai que des fois, on a des gauchers, des droitiers. Les gauchers ont tendance à toucher plus les trucs qu'ils ont derrière leur gauche et les droitiers.
Il faut aussi, par exemple, de gaucher ou bien de droitier. Donc, en fonction de ça, vous présentez vos applications. C'est pour ça que lui, ça, normalement, une bonne partie du film avant de faire son application. L'UI, maintenant, lui vient juste présenter, faire des choix. Hein. Et des fois, l'UI va complexifier les choses, rendre les choses un peu plus interactives, rendre les choses beaucoup plus attractives. Mais si le UX n'est pas fait en amont, ça ne serait pas bon. Donc, on va voir les 5 grandes fonctions de l'écran d'authentification, par exemple. Donc, la fonction Udacity. Donc, lorsque l'utilisateur veut se connecter, où est-ce que j'ai cliqué pour me connecter à votre application? Donc, création de compte. Donc, il faut que ça soit le bouton le plus visible lorsque vous mettez. Il y a plein d'exemples qu'on a montré ça. Et aujourd'hui, les challenges ont présenté pas mal de choses dans le groupe. C'est aussi bon. Donc, se connecter, le bouton créer un compte, le bouton se connecter, continuer avec Google, continuer avec App. Mais vous avez autant de boutons. Donc, dans les principes de UI, on avait dit tout de suite que mettre un seul bouton primaire. Donc, par exemple, c'est juste, si c'est dans la page créer un compte, là, c'est lui qui va faire le bouton primaire. Si c'est se connecter là, la page de connexion, c'est se connecter sur la page principale. Donc, il faut prendre en compte ça. Donc, ici, par exemple, il y a 4 boutons de poids visuel identiques. L'utilisateur met son doigt en l'air et exécute filtration et équipe. Donc, lorsque les 4 boutons là, par exemple, lorsque les 4 boutons là sont les mêmes, imaginez, vous avez dit ça, primaire. Mais il c'est plus c'est quoi? Mais si vous mettez sur... C'est quoi vous avez avec la traite là? Se comporter. Dans bon design, par exemple, le bouton primaire souris pour créer un compte. Donc, c'est fier déjà un client, donc se connecter. Qui arrive, qui profil WhatsApp. Profil WhatsApp. Par exemple, on regroupe tout, par exemple, continuer avec Google, tout ça là. Donc, des fois, on n'a pas besoin de mettre tout ça même. Mais juste on met en bas, continuer avec. Et là, on met les icônes de Google, Apple, et les différents GitHub. Donc, on met juste quelques-uns. Autre question, par exemple, l'utilisateur peut avoir quel format utiliser. Donc, si vous avez des champs, des formulaires qui sont ambigus. Donc, par exemple, le champ téléphone, si vous n'indiquez pas et que vous mettez juste téléphone, il ne saura pas comment mettre. Il a écrit n'importe quoi aussi. Et après, vous le dites, formulaire valide, mais il ne sait pas. Ou juste là, c'est pas lui-même, il devait saisir. Donc, vous devez par exemple présenter, par exemple, en plus 333, sans le 0. Clairement, si on met le plus, on ne met plus les 0. Par exemple, si on veut faire plus 228, on n'a plus besoin de mettre 0. Il y a 0 avant les 228. Mais lorsqu'on veut mettre 200, si on ne veut pas mettre le plus, là, on met les 228. Donc, il y a aussi ça. Autre chose aussi, dans un bon design, dont vous devez normalement, par exemple, espacer ceci pour qu'il puisse, par exemple, se connecter facilement. Et pour qu'il puisse écrire et c'est lisible aussi. Donc, pour, par exemple, un mot de passe, il faut écouter vos cas. Ça a disparu chez moi aussi. Et l'œil, par exemple, pour masquer le mot de passe. Et Ninto Chandola, le numéro WhatsApp, franchement. Donc, je ne vois pas ce que je tape. Maintenant, si vous mettez par exemple un input et que l'utilisateur va saisir les informations du mot de passe, c'est vrai que lorsqu'on saisit, la personne ne va pas voir. Maintenant, si vous ne mettez pas une icône, l'œil, par exemple ici, l'icône œil, qui va permettre à l'utilisateur d'appuyer, de voir ce qu'il vient de saisir, comment il saura que voici ce que j'ai saisi. Donc, il faut aussi penser à toujours mettre l'œil. Maintenant, lorsque vous mettez des messages d'erreur, vous allez voir que lorsque j'ai fait le input de côté design, ah non, c'est bon, man. Moi, je vois ton profil. C'est Victor, par exemple, erreur, message incorrect.
Lorsque j'ai, oui, on pouvait le voir. Vous allez voir que, par exemple, il faut que le message soit explicite. C'est l'email qui est incorrect, ou bien c'est le mot de passe qui est incorrect. Donc, vous devez expliquer. Par exemple, ici, email déjà pris. Donc, vous devez être, disons, clair dans les différents messages que vous voulez présenter à l'utilisateur pour que, voici l'erreur au fait. Il ne faut pas qu'il se perd dans le choix, il ne sait pas bon. Vous dites erreur, réessayer, mais erreur de quoi? Il faut que la personne, par exemple, votre connexion, vous dites, la connexion n'est pas bonne, la connexion est stable, ou bien, ben, vous n'allez pas mettre des erreurs, par exemple, pour les devs, vous allez dire que, requête, erreur 500 ou bien erreur 300. L'utilisateur ne comprend rien de ce genre d'erreur. Vous n'allez pas mettre des erreurs comme ça. C'est pour ça même l'erreur, par exemple, la page 404, c'est-à-dire que serveur et erreur, ou bien 500 serveurs. Là, vous devez forcément utiliser pour que l'utilisateur comprenne que ce n'est pas de sa faute, mais vous devez mettre, même si vous mettez 500 sur la page 404, hein, c'est qu'il y a une erreur à son niveau, au niveau du client. Là, vous devez pas utiliser avec des messages encore un peu plus explicites pour permettre à l'utilisateur de bien comprendre où se situe l'erreur. Donc, il faut toujours expliciter. 403, par exemple, authentication field. Donc, il comprend. Donc, par exemple, 403, mon compte est bloqué. Donc, il ne comprend pas comment son compte est bloqué. Donc, vous devez plutôt être plus explicite. Il faut même faire appel à des, comment on les appelle, il y a des professionnels pas des content writers, mais il y a un autre qui compte. C'est-à-dire qu'ils savent exactement quel message écrire pour certains. Le designer ne peut pas quand même faire tout à la fois quand même aussi comme ça. Il y a des messages très clairs qu'il faut dire d'une manière un peu plus posée que nous qui sommes dans la tech, on ne va pas comprendre. En tout, certains mots techniques qu'on comprend. Mais pour un utilisateur lambda, ce mot ne comprend pas. Donc, il faut aussi voir cela et appliquer. Donc, un bon design doit respecter pour côté erreur trois choses. Localisation, le message apparaît exactement sous le champ concerné. Pas toutes les erreurs, vous les regroupez en haut, non. Donc, sous le champ concerné, pas en haut, mais en bas, ni dans un pop-up. Donc, le langage, le mot de passe ne correspond pas à cette adresse électronique. Donc, utilisez un langage humain. Comme on est prêt des machines, on a plus une compréhension du langage de machine. Mais il faut aussi comprendre aussi l'humain parce que c'est l'humain qui sera et qui va utiliser le produit final. Donc, il faut toujours penser à ça. Donc, mot de passe, oubliez juste à côté. Toujours ça au niveau du formulaire. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'utilisateur oublie toujours son mot de passe. Donc, il faut toujours prendre en compte et corriger ça. Ne dites pas identifier un mot de passe incorrect. Généralement, on voit ça un peu partout. Ouais. Ce mot de passe est incorrect ou aucun compte n'existe avec ce mot. Ça, c'est plus spécifique comme ça. Sinon, même l'erreur là, moi, je continue pas à voir certaines des applications. Vous allez voir identifier un mot de passe incorrect. On ne comprend pas. Donc, ça fait un qu'est-ce que je gagne? Manque de bénéfices et d'exécution. Un mauvais design, le temps de création de contexte du temps formulaire fois. Inscription, champ, validé. Et c'est fini. Village, je n'arrive pas à voir. J'avais mis à mes barres avant. Même moi-même, je vais demander quoi. Non, je vois bien ton profil. Et puis, bon, quand tu as le profil, là, du dessin animé avec quoi? Dites-moi que, est-ce qu'en eBay, là, vous avez perdu nos conversations? À cause de la rétention, faites attention et utilisez les champs juste nécessaires. Vous allez demander par exemple l'adresse du client. Pourquoi vous voulez mon adresse? Pour peut-être une application de prise de notes. Pas besoin de mon adresse pour faire quoi? Juste le mail seul et peut-être un mot de passe. Tout ça, même si c'est une application de prise de notes, mais on n'en a pas besoin de mail, de mot de passe. Peut-être si vous-même vous laissez par exemple sur l'onboarding par exemple, créer un compte afin de sauvegarder vos données en ligne. Là, il comprend que lorsqu'il crée un compte, c'est pour sauvegarder ses données en ligne. Et lui-même, il va vouloir créer un compte. Ce n'est pas à vous-même de le dire. C'est que ça gâche une mail et un mot de passe qui va créer pour sauvegarder ses données. Mais sans ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à gagner à
Merci.